Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des répliques. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire un don pour soutenir l'indépendance de notre travail journalistique. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'actualité en Iran. Depuis le 28 décembre 2025, le pays est secoué par une révolte de grande ampleur. Plus de 5000 morts, des dizaines de milliers d'Iraniens et d'Iraniennes emprisonnés. Ce qui a commencé par des revendications contre la vie chère s'est rapidement mué en protestations anti-régime et depuis le 8 janvier 2026, l'Iran est plongé dans un blackout rendant l'accès à l'information extrêmement difficile. Beaucoup de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Tout ceci serait uniquement l'œuvre du Mossad et des États-Unis qui sont, pour rappel, embourbés depuis très longtemps dans un conflit idéologique et dans une rivalité stratégique avec l'Iran. Alors concrètement, que se passe-t-il en Iran? Quelle est la réalité de vie des habitants? De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les ingérences externes? Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Shohra Makaremi. Vous êtes iranienne, anthropologue, chercheuse au CNRS. Votre famille est opposée depuis longtemps à la République islamique. Votre mère et votre tante maternelle vont d'ailleurs le payer puisqu'elles vont être emprisonnées puis assassinées par le régime en 88. Votre père s'exile en France en 83 et vous le rejoignez en 1986. Nous avons également le plaisir de recevoir Shakiba Daoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né en Iran, vous êtes né également dans une famille afghane exilée. Vous vivez en France depuis 2009. Vous êtes également présidente de l'association Le Cercle Persan. Vous êtes députée de l'association Le Parlement des Exilés. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Avant de vous poser quelques questions, on va regarder rapidement un extrait. Les répliques et les Marianne étaient présents hier sur le terrain et ont posé des questions justement à des personnes qui sont venues apporter du soutien au peuple iranien. On regarde ça tout de suite. Le peuple iranien, s'il se révolte, il faut imaginer quand même c'est des milliers de morts tous les ans. Depuis que je suis né, en fait, je vois le peuple iranien se faire trucider par son gouvernement. Les gens, ils se tuent pas pour être les idiots utiles des États-Unis ou d'Israël. Donc après, c'est un drame que derrière, il y en ait qui voient des opportunités politiques. Mais bien sûr que non, le peuple, il est assez intelligent pour juste reconnaître une dictature et se soulever pour ça. On a Armin, donc ce jeune franco-iranien qui dit que le peuple iranien mérite la liberté à l'image des peuples opprimés comme les Palestiniens. Vous le rejoignez là-dessus? Absolument, c'est une lutte d'un peuple contre son oppresseur qui rejoint la lutte de nombreux autres peuples pour le droit à déterminer et à vivre, à être autonome et libre de toute oppression. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous décrivez la situation pour les Iraniens sur place? On en est où aujourd'hui après cette révolte? Parce que j'ai pu voir qu'effectivement, il y a une sorte d'accalmie à ce jour. Concrètement, est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches? Comment ça se passe là, à l'heure actuelle pour les Iraniens là-bas? Internet est toujours coupé, bien que la connexion ait été rétablie. Il y a eu quelques petites fulgurances de reconnexion hier, mais la fenêtre s'est assez vite refermée et tout reste très très flou. Donc Internet est coupé. Il y a même plusieurs réseaux chaînes Telegram ou même articles qui disent que une intention du gouvernement de couper l'internet plus ou moins jusqu'au mois de mars, donc qui serait la nouvelle année. On va passer en 1405 en Iran au mois de mars 2026. Donc pour l'instant le blackout continue. Les Iraniens peuvent appeler éventuellement leurs proches, ils peuvent s'appeler de fixe à fixe et appeler leurs proches des cartes prépayées qu'ils achètent à prix d'or. Donc sachant déjà qu'ils sont dans une situation économique désastreuse, ça rajoute encore au poids du quotidien. Et ce sont des cartes prépayées qui permettent 1 minute ou 2 minutes de communication avec l'étranger. On n'a pas encore de connaissances exhaustives de tout ce qui s'est passé. Toutes les vidéos ne sont pas encore parvenues. Plusieurs personnes, plusieurs témoignages qui ont été relayés par des chaînes Telegram qui sont un moyen de s'informer, parce que Starlink fonctionne un tout petit peu, mettant quand même en danger ceux qui utilisent cette connexion ou en font bénéficier les autres, parce que c'est une peine passible de la peine de mort, en fait, d'avoir et d'utiliser le dispositif Starlink. Quand on parle avec des proches en Iran, ils ne disent plus rien. Il y a un mur de terreur qui aussi est en train de se reconstruire. Et en fait, tout est paradoxal. Je vais pas pouvoir vous donner une photo claire parce que d'un côté, il y a cette grande terreur et les gens n'osent plus, ne serait-ce que sortir à leur fenêtre pour crier des slogans comme ils le faisaient depuis toujours, parce que les snipers tiraient et tuaient les gens qui également étaient au balcon. Par exemple, durant les manifestations, il y avait des gens, tout un immeuble qui allait sur le toit pour jeter des pierres
aux forces de l'ordre qui étaient en train d'emmener des gens dans la rue. Et ensuite, les forces de l'ordre arrivaient dans cet immeuble-là, faisaient des raids dans tous les appartements et cassaient tout jusqu'à l'horloge qui est sur le mur, etc. Donc en fait, c'est extrêmement traumatisant comme épisode de violence. Et il y a des témoignages qui disent que il y a plusieurs villes qui sont dans des formes de couvre-feu quasi militaires. Donc en fait, il y a vraiment une grande peur et une grande angoisse de la population. Et cependant, lors de la mise en terre de manifestants tués, parce que dans le rite du deuil chiite, en fait, aux 3 jours, aux 7 jours, puis aux 40 jours, on a des cérémonies. Et bien, lors de ces cérémonies-là, on a entendu des gens crier encore à mort le dictateur, à bas le dictateur. Donc, en fait, il y a un mélange de cette haine qui couve encore sous la cendre, de cette colère contre ce pouvoir, et aussi de la terreur et du traumatisme, de l'extrême violence qui vient de s'abattre sur les Iraniens. Vous, Shakiba, donc, je rappelle, vous êtes afghane, vous avez vécu en Iran. Est-ce que vous avez encore de la famille sur place? Et si oui, est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, bien sûr, j'ai encore de la famille en Iran. J'ai réussi à contacter mon cousin pour lui demander si il avait des nouvelles de ma tante qui vit toujours à Mashhad. Et récemment, on avait vécu un drame au sein de la famille de ma tante parce que les Bassidji de quartier avaient enlevé une de mes cousines et l'avaient forcé de se marier avec lui pour avoir plus d'influence sur la communauté afghane dans des quartiers de Mashhad. Donc ma tante m'a sollicité depuis plusieurs mois de l'aider pour évacuer ma cousine et de la faire sortir pour l'emmener en France. Sauf qu'elle est emprisonnée dans la maison de cette personne. On ne peut rien faire pour la faire sortir. Et c'est tellement dangereux pour les autres membres de famille qui s'impliquent dans son évacuation. Enfin, parce que les Bassidji, comme vous savez très bien, c'est des éléments de régime et ils sont comme des monstres tentaculaires un petit peu partout. Et ils informent, ils ont les oreilles dans les quartiers pour le régime. Donc moi je suis très triste parce que je n'ai pas ce pouvoir, même si je vis en France aujourd'hui, je n'ai pas ce pouvoir de faire quelque chose, déjà faire face et en plus mettre en danger les autres membres de ma famille qui vivent dans ce quartier à Mashhad. J'ai juste demandé des nouvelles à mon cousin, il m'a dit que comme les autres personnes iraniennes, il a eu juste l'opportunité de parler, même pas une minute, quelques secondes avec sa famille, avec sa mère, qui a essayé de lui expliquer la situation, comment ils sont dans une peur permanente parce qu'à chaque fois quand il arrive quelque chose en Iran, le régime utilise ça pour réprimer et instrumentaliser les réfugiés afghans et essayer de les utiliser comme des boucs émissaires. C'est exactement ça. Je voulais, avant de poursuivre justement sur l'actualité à ce jour en Iran, est-ce qu'on peut expliquer, parce que je doute que beaucoup de personnes sachent qui est la situation des réfugiés afghans et pourquoi d'ailleurs il y a des réfugiés afghans, est-ce que vous pouvez expliquer très rapidement le statut de cette minorité en Iran et comment est-ce qu'elle vit sous ce régime théocratique islamique qu'on connaît aujourd'hui? Bien sûr. Alors ça fait 47 ans que ce régime de République islamique est au pouvoir en Iran. Il faut savoir que la situation a mal tourné pour l'Afghanistan à peu près dans la même période aussi. Si je ne me trompe pas, 78-79 avec l'invasion soviétique en Afghanistan. Il y a plusieurs générations d'Afghans qui sont réfugiés en Iran. Certaines qui ont eu des cartes de Hamayesh, des cartes permanentes pour vivre ou des cartes à renouveler périodiquement, des cartes de résidence périodique. Il faut savoir que cette génération a vécu en Iran. Leurs enfants sont nés en Iran et ont grandi en Iran. Ils n'ont jamais vu l'Afghanistan. Ils sont complètement méconnus. Ils ont été imprégnés dans la culture persane. Ils parlent la langue persane. Leur culture de quotidien, c'est la culture persane et iranienne. Mais malheureusement, le gouvernement iranien, ce régime dictatorial, n'a jamais permis à ces personnes-là de se sentir chez soi, de se sentir comme une personne qui fait
partie de cette société qui est une citoyenne normale. De quelle manière? Est-ce qu'il y a des persécutions? Est-ce qu'il y a des crimes qui ont été commis à l'encontre? Il faut savoir que même les Afghans ont même participé aux côtés des Iraniens pendant la guerre Iran-Irak. Je sais que dans ma famille, il y a eu des oncles et des cousins qui sont partis pour défendre l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. C'est-à-dire que nous avons participé non seulement dans la défense de ce pays, mais aussi dans sa construction. Sauf que les Afghans ont été toujours réduits à des travaux pénibles. Enfin, il y a un certain nombre de travail dont les Afghans sont autorisés de pratiquer en Iran. Et d'autres non, peut-être? Et d'autres non, exactement. Justement, du travail qui serait réservé à l'élite? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une ségrégation entre la population étrangère exilée et notamment des Afghans et des Afghanes avec les Iraniens, des personnes qui se croient être héritières d'une culture millénaire et avec des Afghans avec qui ils ont vraiment des proximités culturelles et linguistiques très très proches parce que ça fait, on va dire 250 ans, peut-être 270 ans que l'Afghanistan et l'Iran s'est séparés officiellement. C'était pendant l'époque de Qajar. Et aujourd'hui, les Afghans qui sont en Iran, c'est une génération que nous, on les appelle entre nous des Afghans d'Iran. Comme les Kurdes aussi? Oui. Après, les Kurdes, c'est encore une autre situation parce que c'est encore autre chose. Exactement. Par exemple, les droits sociaux. Les Afghans, depuis le début de leur arrivée, ils n'avaient pas le droit à une éducation digne. C'est-à-dire, pour pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles, ils étaient obligés de payer par tête une somme faramineuse à l'école, au gouvernement iranien, pour que leurs enfants puissent bénéficier de l'éducation. Tout ça en raison de quoi? De l'origine de la nationalité? Parce qu'ils sont des réfugiés et des étrangers, et parce que le gouvernement iranien a juste envie d'utiliser ces personnes-là comme une forme d'esclavage moderne pour se servir d'eux lorsqu'ils ont besoin. Il y a plusieurs couples afghans et iraniens avec des enfants, mais malheureusement, la nationalité iranienne, elle ne se transmet que par le sang. Même si la mère est iranienne, ces enfants ne peuvent pas avoir la nationalité, ils ne peuvent pas bénéficier de mêmes droits que sa mère et les autres Iraniens qui vivent en France. Donc les enfants n'ont pas les mêmes droits aux accompagnements et droits sociaux. Beaucoup de discrimination et aussi de la persécution, qu'elle soit physique ou morale. Il y a aussi beaucoup de paranoïa au sein du régime islamique. Et vous le disiez tout à l'heure, justement, à Shura, ils ont exécuté lors de la guerre des 12 jours qui a eu lieu justement entre Israël et l'Iran, ils ont exécuté des Afghans parce que le régime islamique pensait que c'était des collabos du Mossad. Une pratique qui est récurrente, c'est-à-dire qu'au moment du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, également, ils ont exécuté plusieurs migrants afghans, plusieurs résidents afghans, iraniens afghans, comme vous disiez, parce que suite à des confessions, souvent arrachées sous la torture, ce sont des pratiques totalement arbitraires, mais ces personnes sont présentées comme des terroristes et exécutées souvent dès qu'il y a un problème, on exécute quelques dizaines de résidents afghans qui sont devenus une population afghane qui se compte entre 5 et 7 millions. On est en train de parler vraiment d'une population extrêmement importante qui n'a presque pas de droit au logement, qui n'a souvent pas le droit d'avoir une carte bancaire alors qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont payables que par carte bancaire, qui, comme vous le disiez, n'ont pas le droit de fréquenter les écoles publiques de façon gratuite, souvent pour zéro raison, on leur refuse, même de façon payante, on leur refuse la fréquentation d'une école juste par simple xénophobie. Et donc, ils ont des écoles spéciales, n'ont pas le droit d'être gradués, d'être diplômés de l'université, souvent. Donc, en fait, on a une xénophobie d'État à laquelle se superpose une xénophobie sociale aussi, de la part de la société iranienne, qui fait qu'on a une population qui est maintenue dans une très grande précarité, en état de ségrégation, et souvent
victime de violence parce que devenu bouc émissaire de tous les maux. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce que la République islamique, de façon assez juste finalement, a aussi produit des documentaires, moi, dont m'ont parlé mes amis, à destination d'un public occidental ou en tout cas anglophone, qui dénoncent en langue anglaise, par exemple, le sort que fait subir le gouvernement français aux réfugiés et aux exilés à Calais. Toutes ces dénonciations qui sont extrêmement nécessaires. Moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait ma thèse sur la violence des frontières européennes. La République islamique dénonce cette violence des frontières européennes contre des réfugiés qu'elle produit en nombre, parce que les gens qui quittent sont des Kurdes iraniens, des Afghans vivant en Iran aussi, parce que la vie est invivable en Iran, mais elle-même, la République islamique, contre ses propres minorités, qu'elles soient migrantes ou qu'elles soient ethniques et nationales, exerce une violence bien plus grande et un arbitraire bien plus grand que celui qui a lieu en Europe. Il y a les résidents afghans, mais il y a aussi les minorités ethniques et nationales, comme les Kurdes qui habitent dans le Kurdistan, donc qui est le Rojalat, qui est à l'ouest de l'Iran, les Baloutches qui habitent à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan à l'est de l'Iran, et qui sont des minorités ethniques et nationales qui font vraiment l'objet comme d'un colonialisme de l'intérieur. C'est-à-dire que des politiques de sous-développement forcé, des pratiques, alors moi que je dirais plutôt antiterroristes, une violence antiterroriste à l'Est, les gardiens de la Révolution qui encore s'en mettent plein les poches en construisant un mur, par exemple, au Baloutchistan, entre le Baloutchistan et l'Afghanistan et le Pakistan, un mur vraiment à l'image de celui de Trump, avec des politiques de guerre à la drogue qui sont très très calquées sur les politiques américaines. Et donc ce type de violence d'État et d'arbitraire qui permet de nourrir l'industrie de l'armement et de la sécurité, qui est aux mains aussi des gardiens de la Révolution. Et à l'ouest, contre la population kurde, on a acculturation forcée, donc en fait l'interdiction non seulement de parler la langue, de l'enseigner, mais ne serait-ce que d'avoir des panneaux en langue kurde dans l'espace public, mais ce qui fait que les jeunes générations kurdes parlent de moins en moins leur propre langue, mais également une espèce des politiques contre-insurrectionnelles. Donc en fait, ce sont des violences coloniales à chaque fois, mais toute la gamme de la violence impérialiste qui est dénoncée par l'Iran, en fait, existe à l'intérieur de l'Iran contre ses propres minorités ethniques et nationales et les populations étrangères. Donc du coup, vous, qu'est-ce que vous répondez justement à ces personnes qui massent sur les réseaux sociaux que tout ça n'est que l'œuvre en fait du Mossad, des États-Unis, et le peuple iranien va très bien, le peuple iranien, enfin ça va quoi, ils n'ont pas de problème avec la République islamique? En fait, la société iranienne s'est soulevée depuis 2017, depuis décembre 2017. Elle s'est soulevée à toutes les quelques années, donc en 2017, en 2019, il y a eu des soulèvements. En 1999 aussi? Alors c'est différent, oui. En 2017, 2019, puis en 2020, la révolte des assoiffés, et puis en 2022-23, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté. C'est une séquence de soulèvements dans laquelle s'inscrit le soulèvement actuel, qui sont très radicaux et très clairs. Là, on rigole, enfin, c'est pas qu'on rigole plus, mais je veux dire, on dit enfin les choses, ou on dit les choses en tout cas, et ce qu'on dit, c'est à bas la dictature. On veut en finir avec la République islamique. Le problème, c'est ni la ségrégation de genre pratiquée par le gouvernement, ni la politique économique pratiquée par le gouvernement sous la pression du régime des sanctions extérieures, ni le prix de l'essence. Le problème, c'est la République islamique qui doit partir. En tout cas, la rue a été très claire depuis 2017. Avant cela, ce dont vous parlez en 1999, c'était des révoltes plus réformistes. Il y en a eu en 1999, c'était la révolte des étudiants. Et en 2009, c'était un mouvement extrêmement massif de la société civile contre la réélection considérée comme frauduleuse d'un conservateur, gardien de la Révolution, qui s'appelait Ahmadinejad, contre un candidat réformiste, Mir-Hossein Mousavi. Et là, ça s'est appelé le mouvement vert, et le slogan, c'était « Où est mon vote ?» Et donc là, en 1999 et en 2009, la population, enfin les gens qui se soulevaient ne demandaient pas le renversement du pouvoir. Ils demandaient des réformes et des ouvertures. Et en fait, il y a une lecture de la société iranienne. La société iranienne bouge énormément, donc la lecture aussi doit bouger. Après 10 années de guerre et de répression absolument terribles,
qui s'est servi, cette répression des 10 premières années de la République islamique, s'est servi de la guerre avec l'Irak et de l'état d'exception et de la mobilisation nationale de la guerre et du fait qu'on est vent debout contre l'ennemi pour supprimer toute forme d'opposition à l'intérieur du pays. Et ce furent des années extrêmement sanguinaires, c'est-à-dire qu'on compte les victimes par milliers. Plus de, certains disent, 20 000, 30 000. Ensuite, à partir des années 90, il y a une période d'ouverture et là, on a quelque part une société iranienne à deux vitesses, avec une société plus rurale, plus traditionnelle, qui reste encore attachée aux valeurs de la République islamique, et donc qui reste la base sociale et électorale de la République islamique. Et Ahmadinejad, par exemple, pour sa première élection, et même pour sa réélection, bénéficie quand même d'un soutien populaire qui est toute cette société plus rurale, plus traditionnelle, plus conservatrice, et qui aussi bénéficie de la redistribution de l'argent du pétrole, parce que l'Iran est un État pétrolier. Et puis à côté, il y a une autre société, il y a donc cette société à deux vitesses, il y a l'Iran plus urbain, éduqué, classe moyenne, on va dire, qui souhaite plus de réformes et plus de liberté et l'égalité des femmes et des hommes. Et en fait, cette sociologie-là est brisée à partir des années 2015. Et à partir de 2017, on en a la certitude. Donc, à partir de la fin des années 2010, cette analyse qui a longtemps valu ne vaut plus. C'est juste plus la réalité du terrain iranien. Et donc, on n'a pas deux Irans comme ça qui sont en rivalité et avec une base électorale et une base sociale puissante pour la République islamique. Ce n'est plus le cas, puisque les révoltes de 2017, 2019 et puis aussi successives partent aussi des classes populaires et partent des petites villes périphériques. Parce qu'il n'y a plus de redistribution, parce que la corruption grandit, parce que le régime des sanctions, le pays à sec, est géré de sorte que les gardiens de la Révolution s'enrichissent encore plus, deviennent encore plus riches, et que ces inégalités sont visibles, et que l'argent n'est plus redistribué. Et aussi parce que, et moi c'est ce que je dis dans mon livre Femmes, vie, liberté, c'est que la République islamique paye le prix en termes de, comment dire, honnie par son peuple. Elle paye le prix à la fois de ses échecs, mais elle paye aussi le prix de ses succès, très paradoxalement. Et quels sont ces succès? C'est que la population iranienne est éduquée. Elle est très éduquée. C'est que les femmes ont massivement accès à l'école. Et pourquoi? Parce que la République islamique, en rendant les écoles non mixtes, disons compatibles avec un curriculum islamique assez strict, a encouragé les familles plus traditionnelles à envoyer leurs filles à l'école. Et donc, il y a une alphabétisation massive et un taux d'accès à l'université des Iraniens et des Iraniennes qui est égal, par exemple, à celui de la Pologne. On a un taux d'accès de cette société à Internet qui est égal à celui de l'Islande ou de Hong Kong, selon les chiffres de l'ONU. Donc, en fait, on a cette société extrêmement connectée et éduquée, et les valeurs de la classe populaire, en fait, s'alignent plus ou moins avec celle de la classe moyenne, et donc on a une société aussi qui devient plus progressiste et qui est imprégnée des luttes féministes qui datent des années 1990, qui ne datent vraiment pas du soulèvement Femmes, vie, liberté. Donc tout ça fait que non, les Iraniens ne vont pas bien aujourd'hui parce qu'ils veulent se libérer de la République islamique, de cet État théocratique. Ils le disent sur tous les tons, ils descendent et ils mettent leur vie en péril pour le dire, et économiquement, leur vie n'est plus possible, ils sont étouffés, ils n'ont plus de perspective de futur. Et moi, pour ça, la notion de futuricide que mes collègues historiennes comme Stéphanie Latadala ont forgé pour comprendre ce que le pouvoir israélien faisait subir à la société, au peuple palestinien, c'est-à-dire l'éradication de la possibilité de tout futur. Je pense que c'est un concept qui nous est utile à la fois pour comprendre aussi ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe en Iran, même si je ne compare pas du tout une violence d'État et un génocide. Oui, je rappelle que, comme vous disiez, l'Iran, c'est quand même la troisième grande réserve de pétrole derrière le Venezuela et l'Arabie Saoudite, et au final, en fait, ça ne profite pas au peuple. Justement, cette richesse minière ne profite que aux dirigeants de cette République islamique. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous voulez ajouter justement à ce qu'a dit Shoura par rapport justement à cette corruption et puis ces difficultés de vie et des Iraniens et aussi des réfugiés afghans? Comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui et comment le vit votre famille sur place?
Alors, je pense que ce que j'aurais dit était assez complet. Moi, je pense que la révolution a beaucoup évolué grâce aux générations Y ou les millennials qui sont très, très connectés et qui ne veulent pas, en fait, se réduire à une échelle de pays, d'Asie mineure ou orientale. Et, en fait, les Iraniens, ils se comparent plutôt avec des pays... Féministes, humanistes aussi. Oui, c'est ça, aussi. Exactement. Donc ça veut dire qu'ils inspirent à la liberté, à la démocratie, comme dans d'autres États où il y a un État de droit. Donc ils souhaitent la même chose pour leur pays. Après, l'État islamique ou le régime de la République islamique, ils essayent de renforcer son alliance avec les États... les proxys non étatiques. Exactement. Oui, avec eux, avec les talibans surtout, qui sont juste à côté. Et puis, même si ils sont sous embargo, ils essaient de faire alliance avec la Chine, avec la Russie. On sait très bien qu'une grande partie de l'argent touché par touché par l'argent de pétrole. Et le pétrole iranien en général est acheté par la Chine. Cet argent est dans les banques chinoises et le sépare au lieu au lieu de récupérer cet argent, il échange l'argent contre d'autres produits. C'est-à-dire que l'argent ne revient jamais dans les banques iraniennes pour pouvoir entrer dans l'écosystème économique. Ça profite jamais au peuple. Ça profite jamais au peuple. C'est ce qui a lancé de toute façon aussi cette révolte. Exactement. Moi, je voulais peut-être aussi rajouter quelque chose parce que peut-être qu'on donne l'impression que voilà, c'est parce que les gens vivent trop bien et ont une mentalité moderne qu'ils ont envie de se libérer de la théocratie. C'est pas du tout ça en fait. Le problème, c'est une dégradation des conditions de vie, une paupérisation absolument dramatique de la classe moyenne et des politiques néolibérales. Il y a eu un alignement de l'Iran sur les ajustements structurels demandés par le FMI à partir des années 90 et 2000. Et c'est-à-dire que, alors que l'Iran avait le visage le plus socialiste, entre guillemets, à travers Massouda Ahmadinejad, qui était très ami avec le Venezuela, derrière ce discours, il y a eu les plus grandes vagues de privatisation et aussi de réforme de la loi du travail qui ont précarisé la société iranienne à un niveau peu pensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90%, je dis bien 90% des contrats de travail ne sont même pas des CDD, mais des intérims. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles la grève est si difficile à faire. C'est-à-dire qu'on est dans une précarité absolue où non seulement il y a des arriérés de salaire de plusieurs mois, mais en plus, on peut se faire renvoyer du jour au lendemain. Et bien sûr, il n'y a pas de droit syndical, bien sûr qu'il n'y a pas de droit de grève. Par ailleurs, il y a énormément de chômage qui touche premièrement les femmes et les minorités ethniques et nationales et bien sûr les résidents étrangers. Et donc en fait, il y a un réel problème économique extrêmement grave dans cette population qui est soumise à une inflation absolument phénoménale. Et quand je dis phénoménale, je peux peut-être vous donner un exemple. Moi, il y a quelques années, j'étais allée en Iran. J'avais gardé l'argent, l'équivalent de l'argent pour payer un taxi de l'aéroport au centre-ville pour justement avoir ce cash sur moi quand je reviendrai. Et bien, quelques années plus tard, cet argent-là ne me permet même pas d'acheter un paquet de chewing-gum. Donc en fait, on est passé en une décennie, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré de l'inflation, et les salaires bien sûr ne suivent pas. Et on a et un exemple que je voudrais donner, c'est la question de la vente d'organes, parce que pour moi, elle met en jeu aussi l'imaginaire cannibale, néolibéral, global, qu'on voit aussi dans les pays d'Amérique du Sud, et qui est donc c'est pour dire que vraiment le problème de la société iranienne, c'est le problème d'une société soumise à un néolibéralisme cannibale. Allez-y, mais aux sanctions aussi internationales. Du fait qui gouverne au carré sur le dos des sanctions internationales. Donc bien sûr que s'il n'y avait pas les sanctions internationales, l'économie iranienne irait mieux et serait moins saignée à blanc, sauf que la question de la corruption et la question du mauvais gouvernement et des choix économiques qui permettent d'enrichir les gardiens de la révolution, moi je ne sais pas il serait mieux dans le sens où on a vraiment, les gardiens de la révolution disposent sont à la tête de la plupart des entreprises. Toutes
toutes les télécommunications du pays sont aux mains des gardiens de la Révolution. La plupart des entreprises de construction du pays sont aux mains des gardiens de la Révolution. Ils ont les entreprises de barrages et c'est pour ça qu'ils ont détruit l'écologie du pays en construisant des barrages là où il n'y en avait même pas besoin. Mais pour revenir à cette question de la vente des organes, c'est que le don d'organes et une espèce de marché régulé des organes est autorisé en Iran, ce qui permet aussi un tourisme médical. Mais en fait, il y a un marché noir de la vente d'organes en parallèle et les gens et donc dans la rue, on peut voir des affiches de gens qui vendent le plasma oculaire, le foie. Donc voilà, je rentre dans des détails terribles, mais c'est la réalité de la cruauté quotidienne de ce néolibéralisme prédateur. Et en fait, les Iraniens et les Iraniennes vendent leurs organes pour pouvoir simplement maintenant joindre les deux bouts. Et donc, on va quand même évoquer justement ces ingérences extérieures, notamment donc, les États-Unis. Juste un petit peu d'histoire pour que les abonnés puissent comprendre ce qui s'est passé aussi dans le temps. Il faut savoir qu'en 1953, il y a eu l'opération Ajax qui a été menée par notamment la CIA américaine et le MI6 britannique. Dans les années 50, ce sont les Britanniques qui avaient la main mise sur le pétrole iranien. Et donc, cette opération Ajax avait pour but justement de faire revenir le Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui avait un conflit justement, qui était en conflit politique avec Mohamed Mossadegh, qui était Premier ministre et qui lui était en faveur de la nationalisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas qui était favorable à nationaliser le pétrole iranien. Qu'il a nationalisé. Et donc, à ce moment-là, Mohamed Reza Pahlavi, qui était plutôt en faveur d'une occidentalisation de l'Iran, qui était plutôt en faveur justement des intérêts américains et occidentaux par rapport au pétrole, et ben lui, il a trouvé refuge. Donc, il est parti s'exiler lorsque justement Mossadegh était plutôt sur le devant de la scène politique. Et donc, ce coup d'État, l'opération Ajax, a permis de faire revenir le Shah Pahlavi. La CIA a même financé la police de l'époque, la SAVAK, a financé la SAVAK, qui était une police très très meurtrière et qui a notamment commis des viols, des crimes, des tortures en tout genre, des noyades, et qui a même utilisé la chaise américaine électrique Apollo contre justement des opposants politiques. Donc ça, c'est juste un petit peu d'histoire pour comprendre où on en est aujourd'hui. Donc les États-Unis ont toujours eu un intérêt pour le pétrole iranien. Et aujourd'hui, on le voit avec Donald Trump qui notamment encourageait les manifestants iraniens à s'emparer des rues, et il a dit à plusieurs reprises, voilà, les États-Unis vont intervenir. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et on expliquera un petit peu pourquoi après. Mais aujourd'hui, concrètement, on va juste rapidement regarder un extrait justement de Donald Trump qui fait volte-face à ce sujet. We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and there's no plan for executions. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, but that's just gotten to me. Donc vous, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? À quoi joue Donald Trump? À quoi jouent les États-Unis? Si vous voulez en parler. Alors, pour rebondir sur ça, je pense que tout le monde sait que depuis ces dernières décennies, les interventions américaines à travers le globe ont mené à des guerres vraiment sanguinaires sans vraiment résoudre le problème de qui que ce soit. Enfin, leur opération, leur intervention en Irak, ce qu'ils ont fait en Syrie, ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est des exemples concrets de l'ingérence politique américaine. Ils se sont pris pour les gendarmes du monde. Ils interviennent partout, mais partout où ils vont, il y a de meurtres et de misère par la suite. Donc les États-Unis n'ont sauvé personne. Ils pensent qu'à leur intérêt économique et personnel, ils ont envie de rester le premier pays, le plus grand pouvoir économique du monde. Et c'est pour ça qu'ils encouragent et continuent à encourager le peuple iranien pour aller se faire massacrer. Et finalement, ils retrouvent toujours un point d'intérêt où ils peuvent continuer à négocier avec le régime de République islamique d'Iran. Étant donné que jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi, même s'il y a eu beaucoup de promesses, de mettre c'est pas un poste
Pasdaran ou le corps de gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Donc, voilà. Très clairement, Trump, il n'a aucun intérêt pour les Iraniens. C'est quand il dit on va venir vous sauver. Et d'ailleurs, il a fait volte-face, il s'est retiré parce que justement, l'Arabie Saoudite a dit s'il y a une intervention américaine en Iran, on sera les premiers touchés. Et justement, ça va déstabiliser la région. Mais clairement, Trump se fiche de la vie des Iraniens, j'imagine. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet ? Oui, je pense en effet également que le président américain se fiche de la vie des Iraniens, il se fiche de la vie des Américains, il se fiche de la vie des Iraniens. Il a montré dans sa gestion, dans le soutien qu'il a accordé à Israël dans son entreprise génocidaire à Gaza, à quel point la vie humaine avait peu d'importance pour lui et comment est-ce qu'il voyait les choses en termes d'intérêt économique et de loi du plus fort. Les États-Unis sont en train de réussir à finir de briser toute forme de multilatéralisme possible, tous les instruments du droit international qui existaient jusque-là, donc de vraiment créer un nouvel ordre mondial qui détruit tout ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale et qui va aboutir à une espèce de jungle où régnera la loi du plus fort. Il y a plusieurs choses, moi ça me fait réagir sur 3 points. D'une part, par rapport au nationalisme iranien, disons, par rapport aux ingérences étrangères. C'est vrai que la révolution de 1979 s'est construite notamment par une volonté d'indépendance. C'était un des slogans. Estarlol, Azadi, Jomhuriye Islami. Donc, indépendance, liberté, république islamique. Parce que justement les Iraniens ne voulaient plus de cette pression impérialiste occidentale sur le pays. Ils ne savaient pas, c'est-à-dire que là, ce qu'il faut savoir quand on étudie, et moi je l'ai fait en détail, la révolution de 1979, c'est que les Iraniens n'avaient pas une idée claire de ce que serait la République islamique. La révolution iranienne, pour rappel, c'est une révolution qui a été menée notamment par des membres qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle les gardiens de la révolution, qui étaient en faveur d'une république islamique chiite et qui trouvaient qu'à l'époque que le Shah Pahlavi était beaucoup trop tendre avec justement l'Occident et ils voulaient justement faire en sorte de le faire tomber. Alors voilà, c'est une révolution anti-impérialiste. Le corps des gardiens de la révolution a été créé par décret par Khomeini, donc le guide de la révolution au moment où cette révolution a abouti, parce que ce qui a rendu possible la révolution de 1979, c'est que l'armée a déclaré sa neutralité dans cette lutte que les Iraniens menaient pour se débarrasser du Shah d'Iran, et c'est ça qui a rendu possible la victoire du peuple. Et donc Khomeini, la première chose qu'il fait, c'est de créer un corps militaire qui ne soit plus neutre et qui soit donc le corps des gardiens de la révolution islamique est là pour protéger ce régime. Et il en devient un bras armé, il en devient un pilier. Aujourd'hui, il est devenu le régime lui-même, selon moi. C'est pas uniquement le bras armé du régime, c'est le régime. Et c'est une pieuvre tentaculaire qui dispose d'une puissance économique, d'une puissance militaire et paramilitaire, et aussi d'une puissance régionale. Et la République islamique a construit un impérialisme régional, destination des populations chiites de la région. Et donc, on est dans ce paradoxe où il y a un discours anti-impérialiste, anti-occidental très fort, et une pratique impérialiste très forte aussi, non seulement coloniale en interne et impérialiste à destination de la région. Mais ce nationalisme et cette volonté d'indépendance des Iraniens, qui était encore là pour moi, par exemple en 2015, quand il y avait quand même un soutien populaire vis-à-vis du droit à développer de l'uranium enrichi pour des raisons civiles, par exemple. Et ça, il y avait beaucoup d'Iraniens qui disaient mais c'est notre souveraineté nationale qui est en jeu. Et donc la question de la souveraineté nationale a compté pour les Iraniens pendant très longtemps. Et pour moi, un peu l'exploit de cette théocratie du fait de la violence de sa répression et de la corruption de son gouvernement, c'est d'être arrivé à mener la population iranienne tellement à bout
que ce nationalisme très fort et cette volonté d'indépendance et de refus d'ingérence étrangère qui était si puissante pendant très longtemps, aujourd'hui est vraiment fragilisée. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'Iraniens, je pense qu'on peut presque même dire une certaine majorité des Iraniens, qui pensent que la seule façon qu'ils ont de pouvoir se débarrasser de ce régime qui les étouffe, c'est par une intervention étrangère. Alors par rapport à ça, la chose que je voudrais dire justement, c'est ce jeu extrêmement pervers de la communauté internationale qui fait que depuis à peu près 20 ans, donc depuis 2009, prendre un repère, la gestion, le manque de soutien de la communauté internationale à chaque soulèvement du peuple iranien. La communauté internationale n'a pas exercé de pression réelle envers le pouvoir iranien en le mettant par exemple face à ses responsabilités quand il massacrait sa propre population, mais au contraire s'est servi de ces moments de déstabilisation en interne pour venir renégocier avec le régime, avec la République islamique, a refusé tout le temps de placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Et je comprends qu'on trouve que une telle liste ou que l'appellation de terroriste soit problématique, mais frapper de façon très directe les gardiens de la révolution dans leur talon d'Achille et dans leur puissance économique, c'est quelque chose qui peut faire pression sans avoir besoin d'une intervention armée. Et c'est cette absence de pression diplomatique, économique et politique réelle durant 2 décennies qui aujourd'hui rend l'intervention militaire, disons, la seule alternative possible. Mais pour en arriver là, il a fallu vraiment 20 ans de gabegie et d'inaction de la part de la communauté internationale. Et il a fallu 20 ans, crise après crise, d'une communauté internationale qui ne réagit pas et qui ne prend jamais le parti du peuple iranien. Comment est-ce que ça aurait été possible? Eh bien, en lui offrant des capacités, en mettant en place une politique des visas, en donnant un petit peu des moyens aux opposants pour s'organiser, en faisant en sorte de rendre plus puissant un réseau alternatif Internet. Il n'y a pas que Starlink dans la vie. Et donc tout ça, rien de tout ça n'a été fait. Tant et si bien qu'il n'y a qu'aujourd'hui l'intervention militaire américaine, sinon rien. Mais cette espèce d'impasse qui est créée, c'est le produit en fait d'une forme de politique qui a persuadé les élites iraniennes et la clientèle du régime que de toute façon ça ne servait à rien de faire défection, puisque toujours derrière chaque crise il y aurait une renormalisation et une volonté d'aller renégocier avec le régime iranien sur la question du nucléaire. J'ai envie de rajouter quelque chose là-dessus, justement parce que moi je crois que en fait cette ingérence occidentale et américaine a fait qu'aujourd'hui, les pays musulmans, on va dire, ou le pays de Maghreb ou des pays en Afrique, ils sont pro-régime de République islamique parce qu'ils croient que la République islamique d'Iran est le seul pays musulman face à l'impérialisme et colonialisme occidental et américain. Donc après les révoltes de la population iranienne sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où on retrouve une grande partie de jeunes générations, on a vu des vidéos tournées par des jeunes musulmans de différents pays, de Pakistan jusqu'à l'Afghanistan et les pays de Maghreb et Afrique. Les jeunes ont soutenu le gouvernement, c'est-à-dire le régime de République islamique d'Iran, contre sa propre population parce qu'ils croyaient que c'est un régime islamique qui est en train de faire face à des gens qui sont pro-pouvoir occidental. Donc il faut prendre ça en compte parce que nous avons d'un côté une population qui est arrivée à bout, qui ne peut plus continuer à supporter ce régime, et de l'autre côté, une propagande diffusée par le régime qui se passe pour les victimes face au pouvoir occidental. On va regarder un extrait. Je voudrais vous faire réagir sur ce qu'a dit le sociologue Michel Collomb dans Investigation. On regarde tout de suite l'extrait. Regardez bien vos médias aujourd'hui. Vous montreront-ils ces images étonnantes sur les manifs dites pacifiques en Iran?
Comme je le disais dans la précédente minute, le Mossad, service secret israélien, ne s'est pas caché d'être très actif dans les manifs. Pourquoi vos médias l'ont-ils caché? Regardez ces images qui viennent de nous parvenir. Ici, vous voyez les émeutiers, manifestants pacifiques, installer un système de connexion satellitaire pour recevoir des instructions. Un manifestant pacifique se met en place avec un fusil, un autre avec une mitrailleuse, un troisième avec une Kalachnikov, et plusieurs manifestement bien entraînés et organisés, à un homme chargé de distribuer massivement les munitions. Tout le monde se met en place pour la manifestation pacifique. Sur cette autre vidéo, vous voyez des manifestants pacifiques agresser de façon manifestement bien préparée des policiers en moto. Qui attaque qui? Téhéran, et ça aussi on vous le dira pas, accuse les États-Unis, Israël et certains pays européens d'avoir organisé la coordination des émeutes avec des tarifs de rémunération. Un véhicule brûlé, 5 000 $, un meurtre, 12 000 $, etc. On dirait que l'opération Mossad a été infiltrée. Et pourquoi a-t-elle échoué? À mon avis, à un moment donné, les émeutiers ont été privés de connexion avec leur QG à Tel Aviv, qui donnait instructions et infos précieuses comme où sont les forces de sécurité, que préparent-elles. Devant travailler à l'aveugle, ils ont certes tué beaucoup de gens, mais ont échoué. Vous savez que Trump lui-même a reconnu que les manifestants, entre guillemets, avaient tiré et tué beaucoup de policiers et fonctionnaires? Pourquoi nos médias, cette fois, censurent Trump? Demandez-leur. Il reproche aussi à Téhéran le grand crime d'avoir coupé Internet. Vous comprenez pourquoi? Demain, j'analyse comment l'Occident a déjà utilisé Internet pour des opérations de changement de régime. Interpellez vos médias. Les médias mensonges justifient des bombardements et des souffrances terribles. Les médias mensonges tuent. Merci. Moi, je trouve que c'est très mal informé, parce qu'en fait, ce qui me pose problème, de façon un peu plus générale, dans cette position, qui va très binaire. Alors, bien sûr, certainement, le Mossad fait tout ce qu'il peut pour mettre du sel sur la plaie, et on ne peut pas dire qu'il y a zéro présence et infiltration du Mossad à l'intérieur de la société iranienne. Ils sont extrêmement bien infiltrés, par exemple, à l'intérieur du corps des gardiens de la Révolution. Et ça, pour moi, ça a toujours été une surprise, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de défection des élites iraniennes. En fait, moi, je trouve qu'il y a une défection des élites iraniennes, mais elle a eu lieu envers le Mossad et envers Israël, et non pas envers le peuple. C'est-à-dire que les gardiens de la Révolution, de nombreux gardiens de la Révolution se sont vendus à l'ennemi israélien, ont vendu des informations qui ont permis en fait les frappes ciblées de la guerre des 12 jours, qui étaient extrêmement ciblées. Et avant même le soulèvement Femmes Vie Liberté, à l'été 2022, il y a une opération du Mossad au centre-ville de Téhéran qui a kidnappé un des membres des gardiens de la Révolution et l'a séquestré dans une maison en Iran, à Téhéran. Et là, la population iranienne, enfin la société iranienne disait, mais en fait, au lieu de passer votre temps à enfermer des femmes parce qu'elles sont mal voilées, ou à venir enfermer des opposants parce que ils se sont organisés, ou ils ont lancé des tweets, ou ils ont essayé de s'organiser d'un point de vue syndical, occupez-vous déjà dans vos propres rangs de un petit peu faire l'ordre et d'arrêter d'être infiltré de la sorte par le Mossad. C'est peut-être là aussi une... Donc ça, c'est un vrai problème, et en Iran, tout le monde le sait. C'est-à-dire que c'est vraiment un secret de pacotille que le corps des gardiens de la Révolution est vérolé par le système de renseignement du Mossad. Donc cette défection, quelque part, elle a déjà eu lieu. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Sauf que voir les choses en termes binaires et de dire donc, et d'en tirer la conclusion, moi c'est ça qui me gêne, de dire donc le soulèvement du peuple iranien qui est en train de se soulever et de donner des vies depuis au moins une décennie, depuis 2017, de façon très claire contre ce pouvoir et pour le renverser, ça ne compte rien. Tout ça, ce n'est qu'une opération du Mossad. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On voit les choses de façon extrêmement binaire et on prend l'Occident comme axe de gravité et centre de tout. Il n'y a que l'Occident, c'est la seule chose qui compte. Et en fait, les sociétés n'ont aucune agentivité, n'ont aucun pouvoir d'action propre. D'ailleurs, ils n'ont aucune volonté. Et il n'existe que l'Occident et donc l'anti-Occident. Et c'est complètement fermer les yeux sur la réalité des luttes, par exemple des femmes en Afghanistan, des femmes et des minorités ethniques et nationales en Iran. Et cette façon d'être totalement binaire, c'est reprendre, pour moi, une conception qui est la conception d'Israël, qui est la conception génocidaire d'Israël. Il n'existe que le Hamas et tout est Hamas, souvenez-vous. Et donc c'est à partir de là que ça nous donne le permis toute violence est justifiée. Parce que de toute façon, on a face à nous un ennemi et rien ne compte que cet ennemi. Et donc l'ennemi de mon ennemi étant mon ami, je vais voir le monde selon cet échiquier-là. Et je pense que nous,
et ça m'étonne que ce soit un sociologue qui dit ça, parce que je pense que nous, société civile, que nous, personnes qui réfléchissons, journalistes, sociologues, activistes, on a le privilège et le pouvoir de se défaire, de ne pas être aliéné par cette conception complètement binaire du monde qui fait qu'il n'y a que l'Occident maléfique d'un côté et puis ceux qui lui résistent de l'autre. Non, les choses sont bien plus complexes. Et on a à la fois un pouvoir israélien extrêmement néfaste pour la région et génocidaire, et à la fois, en face de lui, on a un pouvoir iranien qui est aussi impérialiste dans la région et qui a fait le malheur de beaucoup de peuples. Je veux dire, la Syrie de Assad a bénéficié d'un soutien iranien, notamment à travers les armées afghanes des Fatemiyun qui sont enrôlées par la République islamique et qui ont massacré. Et ce sont ces techniques de massacre absolument sanguinaires qui aujourd'hui sont réimportées en Iran. Donc je pense qu'on peut un petit peu complexifier parce que le monde est de toute façon complexe et que de rester dans cette binarité-là ne nous rend que perdants en fait. Et justement, il y a un personnage pour le moins, je dirais, pas vraiment atypique, mais qui a fait son apparition et qu'on voit partout en ce moment, c'est Reza Pahlavi, justement, l'héritier au trône, qui est exilé en ce moment même aux États-Unis et qui a fait notamment une conférence de presse et on l'écoute tout de suite. This regime is on its last leg. It's about to collapse. And I think the world, especially the democratic free world that champions freedom and human rights and equality of citizens, at the face of this regime brutal repression, should act now. I called for them to start acting as opposed to talking. We need your help. We need your action. We need to take all the steps that I've indicated in my opening remarks, all those 6 elements. Anything that can be done in that direction is a moral boost, and beyond moral boost, an actual act of support for a defenseless society and civilians that, as you can see, have been treated in the worst possible way. Qu'est-ce que vous en pensez, Shakiba? Alors, je pense que c'est drôle parce qu'il a envie de sauver l'Iran, l'Iran qu'il a quitté il y a peut-être 40 ans, 45 ans. Qui a été renversé, son père a été renversé par... Avec un slogan américain, mais sur le même ton que Donald Trump et ses prédécesseurs, Make America Great Again. Lui, il reprend le même jargon pour dire qu'on va rendre le gloire à l'Iran, mais comment? Et justement, vous y croyez quand il dit ça? Moi, ça me fait vraiment rire. Je n'y crois absolument pas. Je ne pense pas qu'on va repartir sur les mêmes bases, sur le même moment où il a quitté l'Iran pour retourner le film en arrière et recommencer un nouveau scénario d'Iran si le Shah n'était pas parti, comment allait devenir l'Iran. L'Iran d'aujourd'hui est complètement différent de l'Iran d'il y a 47 ans. Et il faut rappeler aussi que son père quand même a exercé un régime très très autoritaire sur le peuple iranien avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la Jabak. En fait, ce qui est drôle pour moi, c'est que nous, on parle entre les militants de Shura et Gozar. C'est équivalent de... Une assemblée de transition. Voilà, une assemblée de transition. Mais lui, en tant que personne qui prétend vouloir de la démocratie et de la liberté pour le peuple iranien, il n'a jamais proposé une conférence de presse avec toutes ces personnes qui ont envie de participer dans cette assemblée de transition pour dialoguer devant le monde entier ou devant le peuple iranien pour demander leur avis, pour partager et échanger ses idées. Donc comment on peut croire à cette personne qui utilise tous les réseaux sociaux, tous les médias à son propre fin pour partager justement sa propre vision, mais ne partager rien du tout avec les autres. Moi, j'aurais 2 points peut-être à dire. C'est que d'une part, en effet, la dictature du Shah était extrêmement violente. C'était une dictature qui a fait beaucoup de morts. Un historien basé en Angleterre, Ali Ansari, a chiffré à peu près 3800 les personnes mortes sous les coups de la Savak ou du fait de la répression politique du Shah durant le règne du Shah, plus
le soulèvement révolutionnaire de 78-79. 3500 morts, c'est le nombre de morts politiques qu'il y a en République islamique, au tout début de la République islamique, dans l'année 1981 seule. Et puis ensuite, des milliers de morts durant la décennie 1980. On a un régime, celui de la République islamique, qui a complètement supprimé, en poussant à l'exil, mais aussi en tuant et en torturant massivement, hein, avec des prisons qui étaient 10 fois plus remplies que sous le Shah, des prisons politiques. Durant toute la décennie des années 80 et qu'il a fait à la faveur d'une guerre extérieure avec l'Irak. L'Irak a attaqué l'Iran et ensuite les pouvoirs occidentaux, les pays occidentaux ont donné beaucoup d'armes à l'Irak pour se battre contre l'Iran, tandis que l'Iran était sous sanctions et était sous-armé. Ça, c'est la réalité. Mais donc ça, l'Irak a attaqué l'Iran, Saddam, en 1980. À partir de 1981, Saddam Hussein a proposé des cessez-le-feu. Et il l'a proposé à 6 reprises et les gouvernants de la République islamique ont refusé les cessez-le-feu consécutifs parce que la guerre leur donnait l'occasion de consolider leur régime. Et il y a eu entre 200 et 500 000 morts en Iran et à peu près le même nombre en Irak du fait de cette guerre. Et moi, je place ces morts-là aussi sous la responsabilité de la République islamique qui, au départ, se défendait, mais ensuite a fait durer cette guerre de façon très sanguinaire pour pouvoir se solidifier. Donc en fait, il y a une échelle de comparaison là qu'il faut garder en tête et aussi savoir que les officiers de la SAVAK, même s'il y a eu des purges, une violence révolutionnaire qui a exécuté des hauts généraux du régime du Shah dans les premiers temps, mais le système sécuritaire de la SAVAK a été transféré aux mains aussi des systèmes de répression et de renseignement iraniens de la République islamique, qui sont héritiers de toutes ces techniques, en effet héritées de la CIA. On va regarder tout de suite un extrait. Il s'agit de Mona Jafarian, qui est une militante franco-iranienne et qui s'est exprimée au micro de BFM et elle a dit notamment ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans aucune hésitation, je peux vous dire que l'unique nom qui est scandé partout à travers le pays est bien celui de Reza Pahlavi. Je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui rêve du pouvoir, mais plutôt qui a été appelé finalement par son peuple et qui a assumé cette responsabilité concernant ce qu'il veut faire. Et c'est vrai il a toujours été très clair sur le fait qu'il allait accompagner le peuple iranien dans sa phase de transition. Il est accompagné d'une équipe d'experts, que ce soit au niveau de l'écologie, de l'économie, du juridique, du constitutionnel. Et il a présenté un programme de 180 pages très détaillé sur toutes les étapes de la phase de transition, du moment de la chute du régime jusqu'à l'élection libre durant laquelle les Iraniens pourront aller voter pour la forme de démocratie et le dirigeant qu'ils souhaitent. Et je pense que ce qui a fait que les Iraniens ont adhéré et sont descendus par millions après son appel, c'est justement ce programme qui a plusieurs grands axes très précis. Le premier, c'est la laïcité, effectivement, séparer absolument la religion de l'État. Le deuxième, c'est l'intégrité territoriale de l'Iran pour que l'Iran reste un seul et indivisible. Le troisième, c'est le respect des droits humains. Et le quatrième, le respect des minorités, c'est-à-dire minorités, qu'elles soient ethniques, sexuelles, religieuses, peu importe, qu'enfin les Iraniens puissent vivre libres. Donc oui, nous, on a confiance dans son programme, la rue a confiance dans son programme, puisqu'aujourd'hui, il est désigné et on a aussi besoin que le reste du monde commence à faire confiance au peuple iranien. Comment est-ce que vous réagissez justement face à ces déclarations? Et on précise tout de même que Mona Jafarian est la nièce de Mahmoud Jafarian, qui était très proche du pouvoir des Pahlavis avant qu'il soit renversé. Alors oui, son nom est présent dans les manifestations. Il représente une alternative. Aujourd'hui, il a été construit comme environ la seule alternative, l'opposition iranienne, du fait tout un travail médiatique aussi des chaînes de médias en persan transnationaux qui sont extrêmement écoutés par les Iraniens et qui ont cultivé une nostalgie de l'époque du Shah, qui ont construit sa figure comme étant la plus crédible et la seule à même d'apporter un soutien pour un renversement, disons, de la République islamique, etc. Et donc, Reza Pahlavi, de façon très pragmatique, est aussi présent dans le paysage iranien aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cela dit, moi, ce qui me semble important, c'est que à l'intérieur de l'Iran, il y a une grande unité de la part de la population qui est unie contre
ce régime qui l'a fait souffrir et qui a massacré. Là, on vient juste d'assister à un massacre les 2 dernières semaines de plusieurs milliers de personnes. Et c'était un massacre absolument terrible dont la société, je pense, va mettre du temps à se remettre. On est encore sous le choc d'images terrifiantes de morts empilés dans des sacs en plastique, et on demande à leurs proches d'aller les identifier. Je ne sais pas si vous imaginez ces scènes où à la fois on ne veut pas y aller mais on est obligé d'y aller pour trouver un proche, et ensuite il faudra qu'on paye le prix des balles. On gagne 300 € par mois, il faudra qu'on paye 7 000 € pour récupérer la dépouille d'un proche qui a été tué en 3 secondes. Le bazar de Rasht a été verrouillé par les services de sécurité, incendié, et les gens ont été mitraillés. Donc on a un peuple qui est descendu à main nue dans la rue et s'est fait mitrailler par les services de sécurité, dont on ne sait pas qui ils sont parce qu'ils sont cagoulés. On est en train de réfléchir sur est-ce que ce peuple aurait crié pas la vie ou pas la vie avant de se faire mitrailler? Donc en fait, les Iraniens qui sont à l'intérieur de l'Iran, pour eux la question, ce n'est pas la vie ou pas la vie. Et d'ailleurs, que représente pas la vie? Ça représente l'opposition frontale à la République islamique. Ça représente le dernier recours. Ça représente un langage qui serait audible par la communauté internationale qui n'a jamais voulu les écouter. Et donc moi, j'ai du mal à ici m'engager dans des polémiques ou bien des discussions qui sont peut-être nécessaires au sein de la diaspora, mais qui sont quelque part circonscrites à notre confort de l'extérieur, où on peut encore discuter sur quelle serait une alternative qui permettrait de ne pas réaliéner et réopprimer le peuple sous une nouvelle dictature éventuellement. Mais les Iraniens de l'intérieur sont beaucoup plus unis parce que ce qu'ils demandent, c'est le départ d'un régime tentaculaire qui les étouffe. Et une fois que l'horizon s'ouvre, parce qu'un processus révolutionnaire, c'est une ouverture des possibles, et bien là, je pense que la société civile iranienne, qu'on n'a pas entendue, parce que ce sont des dizaines de milliers d'activistes au quotidien, qui d'ailleurs vont faire les frais de la répression qui va s'abattre dans les prochaines semaines et mois, parce qu'on ne sait pas combien de personnes ont été arrêtées chez elles et eux, pas dans la rue, hein, mais chez elles et eux, et ensuite emmenées en prison, torturées, etc. Donc ça, c'est encore à voir. Mais ces gens-là sont confiants, je pense, du fait qu'ils ont un pouvoir. S'ils sont débarrassés de la République islamique, ils auront le pouvoir ensuite de pouvoir imposer leur volonté, qui est une volonté de démocratie. Donc je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans l'ordre et remettre quelque part pas la vie ou le problème pas la vie à sa place et se concentrer sur ce que veut et ce que fait le peuple iranien aujourd'hui, ce qui est de se soulever les mains nues contre un régime armé jusqu'aux dents. On sent votre émotion justement sur cette question. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter, Shakiba? Moi, j'ai envie de... Oui, merci beaucoup. J'ai envie de dire que il y a eu plusieurs vidéos qui ont été montées avec l'intelligence artificielle, peut-être 1 ou 2 vidéos sur lesquelles on a mis des sondages de population comme quoi on souhaite le retour de Pahlavi. Malheureusement, ces vidéos sont devenues virales, ce qui a fait que chez les autres membres de l'opposition qui ne sont pas pro-Pahlavi, on s'est senti attaqué. Enfin, les gens se sont sentis attaqués. On ne peut pas nier qu'il y a une grande partie de la population iranienne qui souhaite le retour de Pahlavi. Ils ont leurs droits, ils font partie de l'opposition. On a aussi envie qu'ils participent à la démocratie qui pourrait être l'Iran de demain. On n'a pas envie de les supprimer et de l'échiquier politique de demain. Mais sauf que ce genre d'instrumentalisation va mettre du sel sur le plaid du peuple iranien qui aujourd'hui ont envie de consacrer leur attention à ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'était pas une bonne stratégie pour créer des alliances entre les différents partis politiques qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut remettre
remédier à ça pour essayer de rapprocher un peu les différents partis politiques et reprendre les débats autour de tout ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment de garder l'œil sur ces prochaines semaines, comment ça va se passer en Iran et essayer de faire écho et tant qu'on peut aider la population sur place. Oui. Allez-y, vous vouliez terminer ? Je pense que... Par rapport aussi à la récupération justement de l'extrême droite et des chaînes Bolloré, des médias Bolloré qui reprennent, et on précise quand même que Mona Jafarian s'exprime beaucoup aussi au micro de d'I24, une chaîne franco-israélienne qui est basée notamment à Tel Aviv et qui diffuse quand même beaucoup de propagande et qui ne parle jamais aussi des massacres des Palestiniens, que ce soit à Gaza et en Cisjordanie occupée. Mona Jafarian qui s'exprime par ailleurs aussi dans des médias d'extrême droite. Tout ça, en fait, ça sert aussi beaucoup, ces médias, qui suivent probablement aussi un agenda politique. Oui, tout à fait. Enfin, avant qu'on parte sur Mona Jafarian, j'ai envie de dire, j'ai envie de rejoindre Sharon Makarami sur la question de comment on crée l'image d'un idole. Par exemple, avant, je me souviens d'un documentaire qui a été fait par la chaîne de télé Manoto, qui a été diffusé pendant la révolution Femme, Vie, Liberté en 2022 sur cette chaîne, sur la vie et de Reza Pahlavi, la fille de son père, etc. et le rendre comme victime de la situation. En fait, la chaîne Manoto Independent Farsi aux États-Unis, Iran International, Radio Farda, plusieurs chaînes de télé ont participé à la création de cette figure aujourd'hui. Et Mona Jafarian aujourd'hui utilise et instrumentalise les émotions des gens qui sont dans une nostalgie de passé pour créer vraiment son empire autour de ça. Et les chaînes de télé d'extrême droite comme les chaînes de Bolloré l'aident et l'accompagnent dans son projet. Et elle n'hésite pas à instrumentaliser les militants de d'autres pays, comme la militante féministe afghane Marzia Hamidi, qu'on l'a retrouvée il y a quelques mois dans les manifs aux côtés du peuple palestinien portant un keffiyeh et crier contre l'injustice et le massacre et la génocide à Gaza. Et aujourd'hui, on la retrouve à côté de Mona Jafarian sur place Trocadéro avec des drapeaux israéliens derrière elle et en souriant et criant le retour de Reza Pahlavi. On sait très bien que cette jeune femme de 22 ans, elle n'a pas, c'est une figure féminine de sport afghan qui fait de taekwondo, qu'elle a été aussi victime de violence et de harcèlement ici suite à son entretien avec une des chaînes de télé afghane après lequel elle a reçu beaucoup de menaces de mort, etc. Et aujourd'hui, elle circule avec des gardes-corps. Donc, on sait très bien qu'elle est une figure médiatisée. Mona Jafarian l'utilise et elle aussi, en fait, elle se fait instrumentaliser parce qu'elle a besoin d'exister, faisant des interviews avec un peu tout le monde, avec les chaînes de Bolloré notamment, bien sûr, et puis avec tout ce qui peut condamner l'islam et le voile. Donc, comme elle a un mode de vie un peu à l'occidental, on l'utilise à toutes les sauces, en fait, pour pouvoir justement réprimer cette population et créer de polémiques autour de voile et autour de l'islam. Et est-ce que vous vouliez également évoquer, vous le disiez tout à l'heure, cette minorité dont on a parlé en coulisses, qui sert aussi en fait cette alliance Taliban-Iran. Est-ce que vous voulez revenir dessus rapidement pour que voilà, on puisse ensuite conclure? Je vous en prie, allez-y.
Alors, on sait très bien qu'en Afghanistan, il y a plusieurs ethnies qui cohabitent le même pays ensemble, parmi lesquelles c'est la communauté Hazara, qui ont des traits asiatiques et ils sont de confession chiite. Ils vivent en Iran depuis plusieurs décennies, mais à chaque fois, il y a une répression de la part du régime. Cette communauté, étant donné leurs particularités physiques, sont plus facilement identifiables et réprimables. Donc, ça veut dire que toutes les ethnies afghanes ne subissent pas la répression de même manière de la part du régime et de la part de la population iranienne, cette catégorie qui est déjà très fière de ses racines aryennes et très nationaliste et un peu xénophobe et raciste. Donc, ils se font persécuter très facilement. Il faut savoir qu'après l'arrivée des talibans, il y a une grande partie de population afghane qui s'est exilée dans les pays limitrophes, comme l'Iran et le Pakistan. Aujourd'hui, ils sont sous la pression pour être expulsés vers l'Afghanistan alors qu'ils courent le danger. Et en plus, on croyait pouvoir s'organiser en tout cas, l'opposition afghane qui essaie de s'organiser contre les talibans dans les pays voisins. Ils ne peuvent pas aller s'installer dans des pays européens et espérer revenir en Afghanistan pour reprendre le pouvoir. Sauf que le gouvernement iranien, le régime de République islamique, a fait alliance avec les talibans. Ils essayent de traquer et exécuter les anciens généraux afghans qui ont fait l'armée afghane. Je donne l'exemple de Ekramuddin Essari. C'était un des généraux qui a été tué récemment, il y a quelques semaines, de façon assez étrange. Et on sait très bien que les talibans qui sont en Iran, qui collaborent avec le régime iranien, ici, ils ont leur rôle à jouer dans l'identification de ces personnes opposants au régime taliban. Et ils essaient de les éliminer pour que nous, le peuple afghan, on n'arrive pas à atteindre notre propre liberté. De toute façon, si un jour il y a un changement en Iran, que le peuple iranien puisse se faire libérer de ce régime, ça va libérer aussi les Afghans et peut-être d'autres peuples ailleurs. Il y aura un impact direct sur notre liberté aussi. Ouais. On va conclure cette émission donc avec ce petit format qui s'intitule donc À vous la réplique, le nom de notre émission. On a trouvé ce post de l'EPAC, qui est un lobby pro-israélien aux États-Unis, qui fait notamment pression sur les responsables politiques américains pour soutenir Israël sur les plans politiques, militaires et diplomatiques. Donc c'était le 9 janvier 2026 et voici ce que l'EPAC dit sur Instagram. Donc je vais traduire en français. Imaginez dire que vous vous souciez de la liberté et de la justice alors que vous restez silencieux quand les Iraniens risquent leur vie pour la liberté et la justice. Est-ce que vous voulez réagir, nous donner justement votre réplique à ce post ? Honte à vous de parler de justice, honte à vous de parler de liberté, honte à vous. Je pense que je partage la même chose, vraiment honte à vous de demander ou réclamer la justice et la liberté pour le peuple iranien. Le peuple iranien n'a pas besoin de vous pour que vous les souteniez. Vous êtes, vous avez... encouragé aussi un génocide. Oui, vous avez encouragé un génocide et justement vous avez du sang sur la main. Si le post fait référence au génocide à Gaza, c'est un petit peu plus que ça. C'est un petit peu plus que se soucier de la liberté et de la justice. C'est-à-dire qu'on a une machine de mort qui a fait plus de 100 000 morts au moins sur une population de 2 millions, subventionnée et justifiée par la communauté internationale et les pouvoirs occidentaux. Et donc je pense que rendre visible cette opération et demander des comptes à ces gouvernements en tant que citoyens des pays
qui finance et qui justifie le génocide, c'est un peu plus que juste se soucier de la justice et de la liberté. Il en va de l'humanité de chacun et de chacune d'entre nous. Devant tout le monde, en fait, au vu et au su de tous, devant le massacre qui a eu lieu là, de la population iranienne par son gouvernement, eh bien, la prochaine fois que Khamenei manifestera sa solidarité envers le peuple de Gaza, moi je lui dirai aussi honte à vous de la même façon. Honte à vous. Comment il est possible de parler de justice, de liberté, d'égalité et d'anti-impérialisme quand on a autant de sang sur les mains? On part sur une dernière réplique. Donc, il s'agit d'un tweet d'Alice Cordier, qui est fondatrice du collectif soi-disant féministe Némésis, mais qui en réalité est un collectif raciste qu'il a démontré à maintes reprises. Donc, sur ce tweet, on la voit brandir à une pancarte sur laquelle est écrit « Support Iranian Women », donc ce soutien aux femmes iraniennes, « the most important feminist revolution ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alice Cordier? C'est à vous la réplique. Oui, alors moi je vais vous décevoir, j'ai absolument rien envie de dire à Alice Cordier. Par contre, j'aimerais rappeler que Support Iranian Women, le féminisme iranien a donné le soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Et ce soulèvement-là, c'est un soulèvement qui demande autant l'égalité des femmes que l'égalité des minorités nationales et ethniques. Donc utiliser cette lutte et ce slogan Femmes, Vie, Liberté aujourd'hui contre des minorités musulmanes subalternisées en Europe, c'est la pire perversion qui pouvait exister envers un soulèvement qui a utilisé la puissance du féminisme pour demander l'égalité pour les minorités ethniques et nationales en Iran même. Mais par contre, j'ai envie de dire à celles et ceux qui la détestent comme moi, ne détournez pas votre regard des femmes afghanes et iraniennes parce que Alice Cordier les instrumentalise. Mais au contraire, intéressez-vous vraiment à ce qu'elles disent et intéressez-vous à ce que la puissance de leur réflexion, de leur action et de leur résistance peut nous amener et comment est-ce qu'elle peut nous outiller ici à lutter contre les Alice Cordier. Vous avez une réplique à donner, Shakiba? Donc, Alice Cordier, il faut savoir, elle représente quel genre de féministe? Un féministe déjà xénophobe, enfin raciste, colonial et impérial. Donc, déjà, elle est détestée par tous les féministes ou les autres associations féministes qui sont en France. Némésis est exclue de toutes les manifestations féministes à Paris. Quand elle-même, elle n'a pas sa place parmi les mouvements féministes en France, elle cherche à exister ailleurs. Donc, elle va exporter son combat et l'offrir aux femmes iraniennes ou aux femmes afghanes. Elle utilise et les instrumentalise et elle veut juste exister aux côtés des autres comme comme une sorte de parasite. Et donc, pour conclure encore une fois cette émission, comment aider le peuple iranien? Qu'est-ce qu'on peut faire, oui, nous, à notre échelle, depuis la France, quoi? Alors moi, je pense que la première façon d'aider le peuple iranien, c'est de l'écouter et de le voir pour ce qu'il est et pas comme un pion dans un jeu et comme un instrument aux mains des autres. S'inspirer pour ça d'un héritage féministe très précieux qu'on a, qui est la non-binarité. Donc on n'est pas, voilà, l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami. Et le peuple iranien est dans une lutte autonome contre un pouvoir qui l'opprime. Et simplement, si chacun et chacune d'entre nous pouvait reconnaître la dignité et la réalité de cette lutte, sans l'écarter d'un revers de main parce que ça n'entre pas dans nos grilles d'analyse binaire, eh bien ça aiderait beaucoup le peuple iranien de se sentir moins seul et de ne pas rajouter l'insulte de le prendre pour une marionnette alors qu'il fait preuve de tant de courage, de ne pas rajouter cette insulte-là déjà à toute la violence que subit ce peuple coupé d'Internet et seul aux mains de ses bourreaux. Shakiba? Il y a un proverbe en persan qui dit « Ce que tu ne veux pas
pour toi ne le vaut pas non plus pour ton voisin ou pour l'autrui. Ça, c'est un proverbe que je trouve résonne particulièrement dans cette condition, c'est-à-dire que quand on ne veut pas de droite et extrême droite en France, il ne faut pas le vouloir non plus pour le peuple iranien ou pour quelconque peuple à travers le monde, tout simplement. Je sais que les Afghans, depuis le début de la révolution en Iran, il y a beaucoup d'influenceurs, des militantes qui ont soutenu le peuple iranien dans leur combat avec la peur qu'ils ont. Ils savent très bien que s'ils arrivent quelque chose, les premières personnes qu'on va montrer de doigt, ça va être des Afghans. Mais ils ont pris ce risque de soutenir le peuple afghan en espérant qu'un jour, cette liberté de peuple iranien puisse libérer aussi et inspirer les Afghans pour reprendre le pouvoir en Afghanistan et libérer l'Afghanistan. En tout cas, je sais que nous, les militantes et les féministes afghanes, nous sommes derrière le peuple iranien et ils doivent savoir qu'ils nous inspirent énormément. Nous sommes inspirés par le peuple iranien et nous sommes fiers d'avoir partagé ou de partager tout simplement une langue et une culture en commun. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment Shakiba Daoud d'avoir été présente parmi nous pour nous raconter justement ces récits de vie qui méritent absolument la lumière. Je rappelle que vous êtes donc présidente de l'association Le Cercle Persan et aussi députée de l'association Parlement des Exilés. Et je vous remercie également Shora Makaremi. Donc je rappelle que vous êtes chercheuse iranienne au CNRS, également autrice de Femmes, Vie, Liberté aux éditions La Découverte, mais également et plus récemment d'un livre qui s'intitule Résistance affective, toujours également aux éditions La Découverte. Merci infiniment. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et vous abonner également sur nos réseaux sociaux. Merci infiniment et à très vite.